à tous les Français de métropole, d'outre-mer, de l'étranger. Bonsoir à tous ceux qui dehors n'ont pas pu rentrer dans cette salle et regarderont ce meeting grâce à une retransmission. Bonsoir. Faites. Mes chers compatriotes, faites silence. Faites silence et voyez entrer le mensonge, appuyé sur l'imposture. Les voici précédés de leur inévitable faire-valoir, la trahison et le double langage. Ah, vous les avez reconnus. Nicolas Sarkozy, hier. Hier, candidat compulsif, aujourd'hui épuisé par ses mensonges, main dans la main comme au temps du vote sur le traité européen avec son complice d'alors, François Hollande. Qui, après l'avoir soutenu hier sur le traité européen, lui apporte aujourd'hui son appui pour transférer aux banquiers européens nos derniers pans de souveraineté en donnant toujours plus de pouvoir à la Banque centrale européenne. Et puis derrière eux, les utilités de toujours. Vous savez, les rabatteurs, les barons de ce bonneteau politique que le système nous propose, jouant chacun le rôle qui leur est dévolu. Le sénateur Mélenchon. Incarnant la trahison des espérances populaires, lui qui se voulait Saint-Just ou Robespierre, magouille avec M. Buisson, conseiller en chef de Nicolas Sarkozy, et rêve en fait de finir sous-ministre d'un gouvernement socialiste. Comme serait ministre, Premier ministre même, de l'UMP ou du PS, François Bayrou, lui le et droite et gauche tout à la fois. Ah oui, certes, vous avez raison, médiocre destin pour ces révolutionnaires de salon qui oublient tous les deux qu'ils ont été les serviles ministres du système qu'ils font mine d'égratigner aujourd'hui. Car le voilà le choix pitoyable que la presse, les instituts de sondage, l'ensemble des institutions, des penseurs, des experts, des intellectuels veulent proposer au pays. Ali Baba et les 40 voleurs en action pour le cash du siècle. Après avoir détroussé notre peuple depuis plus de 30 ans, lui avoir volé son pouvoir d'achat, détruit ses emplois à cause de leur choix insensé du libéralisme sans contrôle, de l'Europe et de la monnaie unique. Après avoir anéanti notre sécurité, affaibli notre identité sous les flots d'une immigration massive, détruisant nos valeurs et pulvérisant la laïcité, cet art français du vivre ensemble. Voilà maintenant qu'il leur faut arracher à notre peuple sa dernière arme, son bulletin de vote. Ce petit rectangle de papier, riche pourtant de toutes les espérances, et d'abord celle du vrai changement. Car, mes amis, pour les puissants de ce monde, pour les banquiers, pour les grands patrons du CAC 40, pour les journalistes, les sondeurs de tout poil, l'élection serait faite. Circuler, il n'y a rien à voir. La mondialisation absolue aurait gagné. Les banques, les grandes sociétés du CAC 40 auraient triomphé. Les riches et les puissants auraient raflé la mise. L'Europe de Bruxelles, l'immigration massive aurait vaincu. La France mourrait
la France serait morte. Enfin, se disent-ils. Enfin, notre destin serait ainsi écrit. Notre pouvoir d'achat diminuerait de jour en jour, notre système de protection sociale s'écroulerait par pans entiers avant de disparaître totalement. Le chômage s'installerait durablement, doublé d'une immigration accélérée afin d'anéantir toute revendication sociale. Le CDD deviendrait l'horizon indépassable pour la jeunesse et nos anciens verraient leur retraite diminuer comme peau de chagrin. La modernité prendrait le visage hideux du moins-disant social. Car Sarkozy ou Hollande, Hollande ou Sarkozy seraient déjà élus pour appliquer la même politique de rigueur, celle de l'écrasement des classes populaires et des classes moyennes, celle de l'austérité, pour pouvoir servilement verser les 50 milliards d'euros d'intérêts que réclament chaque année nos usuriers à l'État français. 50 milliards aujourd'hui, combien demain? Sarkozy, Hollande, deux enveloppes différentes mais la même soumission aux intérêts des gros, des riches, des puissants. Qu'importe le flacon pourvu qu'ils aient l'ivresse du pouvoir. Et surtout pas de discussion. Notre avenir serait écrit, déterminé par cette fatalité historique définie par les grands experts. Tous ces sachants, ces économistes, ces grands économistes, qui depuis 40 ans se sont 1000 fois trompés. Tous ceux qui affirment avec autorité qu'il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre solution que l'aggravation de nos difficultés, la réduction de notre niveau de vie, la démolition de notre protection sociale, la disparition de notre identité, la mise en concurrence avec la misère de la terre entière. Tout au long de cette campagne, ils se sont succédé, squattant les plateaux de télévision, multipliant les éditoriaux péremptoires, ceux-là même qui ont toujours validé cette folle politique aux effets désastreux, ceux-là même qui se sont aplatis comme des limandes face aux Sarkozy, Hollande, Bayrou et autres Mélenchon. Toujours obséquieux et complaisant avec le système, arrogant et méprisant avec ceux qu'ils nomment les populistes parce qu'ils ont l'audace de défendre le peuple. Bouffis de suffisance et de morgue, les membres influents de cette petite oligarchie qui, elle, je vous rassure, ne connaît pas la crise, sont ceux qui pensent que les réseaux, le vedettariat à la télévision, la fréquentation des dîners du siècle valent 1000 fois mieux que votre bulletin de vote. Nous allons leur montrer qu'ils ont tort. Nous allons les remettre à leur place. Nous allons bouleverser leur conformisme et leur plan de carrière. Faire exploser leurs certitudes, leurs petits conforts et leurs petites combines. Nous allons leur faire comprendre . Nous allons, mes chers amis, nous allons leur faire comprendre, grâce à cette élection, que rien ne sera plus jamais comme avant. Messieurs, les aristocrates du système, mettez un couvert de plus dimanche prochain. Le peuple s'invite à votre table. Il vient reprendre son destin en main. Il vient reprendre ce qui lui appartient. Car dites-vous bien que vous ne réussirez pas à écarter le peuple français d'un choix déterminant pour son avenir. Vous ne le conduirez pas à l'abstention qui favorise le statu quo
pour le détourner d'une campagne présidentielle que vous avez tenté de brouiller pour qu'elle s'éloigne des vraies questions. Les questions qui comptent, le pouvoir d'achat, la souveraineté, l'identité, le chômage, l'immigration, la désindustrialisation, le logement, l'insécurité, la laïcité, l'Europe, les petites retraites, la santé, la dette, les valeurs auxquelles nous sommes si attachés, les sujets essentiels, loin des postures, loin des petites phrases, des concours puérils d'affluence artificielle dans des shows indécents de mégalos, débordant de fric en ces temps de crise, des carpet bombing de promesses fumigènes pour cacher l'essentiel, l'évident, le vital. Hélas, hélas pour ce système, nous sommes là. Patiemment, courageusement, lucidement, avec persévérance et obstination, nous avons posé les vrais, les grands sujets dans cette élection, devenant même le centre de gravité de cette campagne, en y apportant des solutions radicalement novatrices, des solutions fondées sur le patriotisme économique, le patriotisme social, la priorité nationale, la protection culturelle et identitaire. Mais nous n'avons pas oublié, mes amis, de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et d'abord, Nicolas Sarkozy face à son bilan. Il aurait tant aimé qu'on oublie qu'il a été président de la République après avoir été ministre à répétition depuis 20 ans. Alors, eh bien, il a fallu lui rappeler son quinquennat, ce quinquennat cauchemardesque que nous venons de subir, et malgré toutes les promesses, tous les discours, il a fallu lui rappeler la réalité, que le pouvoir d'achat s'est écroulé, que l'immigration a explosé, que l'insécurité s'est aggravée partout, que sa politique internationale est un fiasco aux conséquences incalculables de Tripoli à Bamako. Il a fallu lui rappeler qu'il fait aujourd'hui les mêmes promesses qu'en 2007, comme si rien ne s'était passé pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, comme s'il n'avait pas été président, comme si la France et les Français avaient été subitement victimes d'une épidémie d'amnésie, comme si notre peuple tout entier s'était mué en un immense banc de poissons rouges doté d'une mémoire vive de 30 secondes, ni plus ni moins. Nicolas Sarkozy, vous n'échapperez pas à votre bilan, à vos renoncements, à vos trahisons. Et vous n'échapperez pas à la sanction que vous méritez. Mes chers compatriotes, je vous le dis sans détour ce soir, le vote pour Nicolas Sarkozy est totalement inutile. Les Français doivent le savoir. Inutile parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait en 5 ans pour ceux qui en avaient besoin. Et inutile parce que d'ailleurs il prépare déjà sa sortie. Un vote pour Nicolas Sarkozy est un vote perdu, comme lui d'ailleurs, qui apparaît dans cette fin de campagne perdu, dépassé,
comme absent. La crise qu'il pensait pouvoir cacher aux Français revient en force et son imposture surgit dans toute son étendue. La vérité au sujet de cet homme éclate aujourd'hui comme jamais. Voter pour cet homme français ne sert plus à rien. Le seul vote qui va compter dans cette élection pour demain et pour l'avenir, c'est le vote Marine Le Pen. Et d'ailleurs, mes chers amis, honnêtement, c'est le seul qui les inquiète. Je dis bien que le vote en ma faveur est le seul vote qui pèsera, le seul vote qui influencera le cours des choses, la vie réelle des gens, votre vie. Mettre chacun face à ses responsabilités, c'était aussi mettre en lumière l'abandon par le Parti socialiste de la classe moyenne et des classes populaires, pour devenir un club de rencontres de bobos nantis, que seul passionne le droit de vote aux étrangers, le mariage des couples homosexuels et leur possibilité d'adoption, et non pas la misère des oubliés de la République. Un parti socialiste réduit au rôle de think tank qui prépare les réformes nauséabondes que la droite s'empresse ensuite de voter. Mais regardez la suppression de la double peine pour les délinquants étrangers. La gauche en a rêvé, Sarkozy l'a faite. Comme il ferait, vous le savez bien, le droit de vote des étrangers. Évidemment. Ah, il est beau le PS de François Hollande, le banquier tranquille qui a laissé la corruption gangréner des fédérations entières de son parti, voler les pauvres, qui va à Londres, à la City, rassurer le monde bancaire en lui affirmant qu'il ne risque rien. Et se fait adouber par le Financial Times, qui le trouve très bon dans la politique de rigueur. Mettre chacun devant ses responsabilités, c'est aussi montrer les accointances, apparemment contre nature, mais apparemment seulement. Mélenchon-Buisson, copain comme cochon. MEDEF-CGT pour plus d'immigration. Mélenchon-Sarkozy pour une France métissée. Bayrou-Hollande pour le financement des mosquées. Sarkozy-Hollande pour l'Europe des banquiers. C'est enfin démasquer ces soi-disant programmes présidentiels, qui ne sont rien d'autre qu'un ensemble disparate de mesures catégorielles, comme des cautères sur des jambes de bois. Rien d'autre qu'un catalogue de leurres, destiné à attraper les électeurs considérés comme de simples nigauds, à qui on promet qu'on fera demain ce qu'on n'a jamais fait hier. Françaises, Français, il ne vous reste que quelques jours avant de vous prononcer. Vous, qui parfois hésitez à voter. Non mais, pas vous. Mais il y en a. Des Français qui hésitent à voter par découragement, par lassitude ou par fatalisme. Ne vous laissez pas hypnotiser par l'écume de cette campagne, par l'agitation de surface, cette comédie, ce spectacle électoraliste permanent. Je dis ce soir aux Français, posez-vous et posez-vous les bonnes questions, les vraies questions.
Où allons-nous? À quoi croyons-nous? Que risque-t-on? Quel monde? Quelle France laisserons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants? Sans hésitation, ces questions nous forcent à analyser les grandes orientations données à notre pays et qui constituent, si elles sont perpétuées, des choix irréversibles. Il en est ainsi de la mondialisation, de ceux qui en profitent et de ceux qui en meurent. Or, je suis la seule candidate capable de protéger les Français. De les protéger face aux ravages de la mondialisation, de leur assurer une protection culturelle, car je suis l'exception française dans cette élection. Je suis la candidate, la seule candidate, l'unique candidate de la nation. Je suis l'unique candidate de la République française, de l'unité nationale, de la libre détermination du peuple français, peuple auquel je redonnerai une voix, peuple français que je consulterai par référendum sur tous les grands sujets et auquel je donnerai la possibilité de choisir son destin grâce au référendum d'initiative populaire que j'inscrirai dans notre Constitution. Je suis la voix du peuple, celle qui porte haut et fort notre devise nationale de liberté, d'égalité, de fraternité. Allez, vous le savez bien. Vous le savez bien dans cette symphonie pathétique de menteurs associés, en admettant, imaginons-le un instant, même si c'est fou, qu'ils veuillent réaliser les réformes qu'ils vous promettent. Mais vous savez très bien qu'ils ne le peuvent pas. Ils sont tous emprisonnés dans ce carcan européen qu'ils ont eux-mêmes forgé, qu'ils nous ont imposé, qui nous maintient sous le joug du mondialisme, du capitalisme libéral financier. Oui, il n'y a pas de réforme possible, il n'y a pas de retour au plein emploi, il n'y a pas de restauration du pouvoir d'achat, il n'y a pas de maintien de notre protection sociale, de retour à l'école républicaine et d'arrêt de l'immigration que si nous retrouvons notre souveraineté nationale. Notre politique. Mais c'est aussi à l'aune de ce sujet essentiel que les Français doivent juger tous les programmes de nos adversaires. Oui, nos adversaires, et non pas concurrents. Car ce qui se joue ici, c'est le combat pour la France. Alors, ceux qui prétendent réformer, changer, alors qu'ils ont les mains liées par les traités qu'ils ont hier signés ou imposés à notre peuple par le Parlement contre le référendum. Ceux qui osent prétendre cela sont des menteurs ou des incompétents, ou les deux à la fois. Ah, pardon, petit moment de lucidité, Nicolas Sarkozy a récemment avoué que la droite et la gauche n'existaient plus, que la vraie fracture, selon lui, était entre ceux qui croyaient en l'Europe et ceux qui croyaient en la nation. Il a choisi son camp, nous aussi. Mais ça ne vous a pas échappé. Vous ne vous y trompez pas. Tous ces clones dans cette élection ont eux aussi la nation en horreur. De la droite à l'extrême gauche, tous ont oublié la nation. Quand j'entends certains candidats qui se prétendent de gauche et qui disent vouloir lutter contre les puissances financières, mais qui défendent l'ordre européen,
avec ce qu'il signifie de souffrance et d'abdication devant les oligarchies, je dis qu'il vous trompe. Qui peut se dire du côté du peuple et défendre l'euro à tout prix? On sait ce que l'euro nous a coûté. On sait ce qu'il nous coûte aujourd'hui. Quand j'entends ces candidats qui se prétendent proches du peuple, vouloir continuer à lui imposer la potion amère de l'ultralibéralisme européen, celle-là même qui fait mourir les peuples grecs, portugais, irlandais et demain espagnols, italiens et français. Cette potion qui est en train de faire disparaître 50 ans d'acquis sociaux, je dis qu'il vous trompe. Le vrai point de convergence de tous mes adversaires dans cette élection, c'est qu'ils ont fait une croix sur la nation et sur le peuple. Eh oui, l'Europe de Bruxelles est leur rêve commun. C'est leur moyen de dépasser la nation. C'est leur moyen de se débarrasser des espérances du peuple français. Et c'est, d'évidence aujourd'hui, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour ruiner le peuple français au bénéfice de leur intérêt personnel et de celui de leurs amis. Alors, je le dis avec force, n'écoutez pas les discours mensongers sur l'Europe. Ce qu'ils nous vendent comme une solidarité européenne est en fait une solidarité entre les puissants. Ils nous vendent un peuple européen pour faire avancer leur immonde projet, mais ce peuple européen n'existe pas. L'Europe de Bruxelles, ça n'est pas la solidarité. L'Europe de Bruxelles, c'est la ruine des peuples et le règne sans partage des banques. Nous ne sommes pas en train d'aider les Grecs. Nous aidons les banques qui ont prêté à la Grèce. Les marchands d'illusions se sont réveillés dans cette élection et tous nous refont le coup de la fameuse Europe sociale. Tous nous ressortent l'Europe sociale. Tous veulent encore nous appâter avec cette mauvaise blague. Je cite ces mots de 1978 prononcés par le premier grand fossoyeur de la nation, François Mitterrand. Il disait « Nous voulons l'Europe des travailleurs contre l'Europe marchande, l'Europe des profits, l'Europe des grandes affaires. » Nous sommes en 2012. 34 ans se sont écoulés depuis ces belles paroles et nous venons de placer 3 employés de Goldman Sachs aux manettes en Europe. Tout le contraire de ce rêve européen est arrivé. Leur Union européenne, une Union soviétique européenne, avec son cortège de sacrifices vains, de désillusions, d'inhumanité. Leur rêve européen est devenu un cauchemar. Ah! Dernier exemple en date, mais pas des moindres. Demain, mercredi 18 avril, la Commission européenne va sortir une bombe à fragmentation antisociale, l'anéantissement du droit du travail. Au programme, l'augmentation de la TVA, l'impôt qui pèse sur les revenus faibles et moyens, merci M. Sarkozy, le défenseur proclamé des classes populaires. Mais aussi une super directive Bolkestein, avec la fin des restrictions à l'emploi des travailleurs roumains et bulgares aux 148 € de salaire moyen tout de même. Et c'est pas fini. Oh, ça n'est pas fini. L'instauration d'un SMIC différencié par branche, c'est-à-dire la disparition du salaire minimum. Ce sera la loi de la jungle économique. L'ouverture des emplois de fonctionnaires à tous les ressortissants de l'Union européenne. Ah oui. Mais je vous rappelle qu'à cause d'eux, la loi européenne prévaut sur la loi française. Alors non. 3 fois non. Cette situation ne peut plus durer. Je vous propose la souveraineté, la liberté,
Nous ne nous laisserons pas dépecer. Nous n'abandonnerons pas notre destin à ces technocrates stupides, à ces juges prétentieux et à ces arrivistes avides. Le peuple redeviendra en France le seul souverain légitime. S'il faut se battre, nous nous battrons. Nos aïeux l'ont fait avant nous. S'il faut travailler, nous travaillerons. Nos aïeux l'ont fait avant nous. S'il faut faire des sacrifices, nous les ferons, mais pour nous. Pour les nôtres. Pour les nôtres, pas pour eux. Et pas sous leurs ordres. Pas sous leurs ordres. Mes chers compatriotes, au rang de ce à quoi nous croyons, il y a l'unité et la justice. La France ne comptera plus dans le monde si elle n'est pas unie. Une France où explosent les injustices, une France où explosent les inégalités n'est pas une France forte. La société du désordre, de l'anarchie, du chaos, la société de la désunion, c'est la société de la faiblesse. Défendre l'unité de la nation française, c'est lutter chaque jour contre les injustices qui nous révoltent. C'est lutter sans relâche pour l'égalité des Français. C'est naturellement s'opposer à ce qu'une infime minorité de prédateurs financiers toujours plus riches, mais aussi de profiteurs, de fraudeurs, de tricheurs, vivent au crochet d'une immense majorité d'employés, d'ouvriers, d'artisans, de commerçants, de fonctionnaires, de pêcheurs, de professions libérales et de petits entrepreneurs en un mot, vivent au crochet de ce monde de producteurs, de travailleurs qui fait la richesse de la France. Défendre l'unité de la nation française, c'est s'opposer à ce que seuls s'en sortent les petits ou les grands débrouillards, les petits ou les grands magouilleurs, quand ceux que j'ai appelés pendant cette campagne les invisibles, les oubliés, ceux que je n'ai eu de cesse de rencontrer dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos lointaines banlieues, alors qu'eux-mêmes sont aujourd'hui incapables de faire vivre décemment leur famille, même, et c'est un scandale absolu, s'ils ont un travail et a fortiori s'ils sont frappés par le chômage. Ceux-là passent toujours en dernier. Ce sont eux qui vivent dans l'insécurité physique, inquiets pour leurs vieux jours, inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur emploi, inquiets pour leur logement, inquiets pour leur retraite. Inquiets aussi par le glissement qu'ils ressentent de civilisation. À eux, l'on prend tout. Volés, rackettés, dépossédés par un système qui s'engraisse toujours du travail des mêmes. Il ne reste que les miettes que le système leur donne pour leur survie. Et pendant ce temps, à la fête des nantis, tous ces privilégiés, politiques, banquiers, éditorialistes, animateurs de télévision, chanteurs et footballeurs, patrons de multinationales. Pendant ce temps, tout ce beau monde se congratule de leur réussite, se partage les prébendes et accumule les privilèges. Et pendant ce temps, les tricheurs, les profiteurs se glissent dans les failles béantes
d'un système laxiste pour s'approprier ce à quoi ils n'ont pas droit. Défendre l'unité de notre nation et la justice, c'est bien sûr mettre au pas ces élites mondialisées, leur arracher des mains le pouvoir exorbitant qu'elles ont pris sur nos vies, faire tomber l'argent roi de son piédestal. Alors oui, je mettrai fin à leurs bonus indécents. J'interdirai les parachutes dorés et autres retraites chapeaux. Mais défendre l'unité de notre nation et la justice, c'est aussi rétablir des valeurs morales qui récompensent le travail, l'honnêteté, la droiture, l'effort et sanctionnent la triche, le vol, la paresse et l'argent facile. Ça n'est tout de même pas extraordinairement difficile de contrôler les trains de vie suspects, les arrêts maladie de complaisance et de mettre fin à ces montagnes de fraude qui nuisent à ceux qui ont vraiment besoin de la solidarité nationale, à nos anciens qui peinent souvent à se soigner, faute de moyens. Mais mes amis, il faut avoir le courage de dire que la lutte contre les inégalités, la lutte contre les injustices est impossible dans une société ouverte à tous les vents mauvais de la mondialisation. Voilà pourquoi nous sommes les seuls défenseurs de la justice sociale, en étant résolument pour des protections ciblées aux frontières, parce que sans frontières, cette politique sociale est vouée à la disparition et le MEDEF le sait pertinemment. Je me bats pour les victimes de ces injustices, ces invisibles, les oubliés de cette élection. Je me bats pour eux avec passion. Je me bats pour le retour du service public dans nos régions, de la poste dans nos villages, de l'hôpital dans nos campagnes, de la gendarmerie dans nos bourgs, de la sécurité dans nos quartiers, des usines partout en France. Quand je défends l'égalité des Français seuls et contre tous, c'est parce que je ne pense qu'à eux, parce que je suis avec eux, au milieu d'eux. Je choisis l'égalité des Français contre le mondialisme, contre l'immigration de masse, contre leur appauvrissement, contre leur abandon et pour la prospérité française. Je choisis l'égalité des Français parce que je veux une nation unie et puissante. Mais cette égalité indispensable et nécessaire à l'unité nationale, elle doit se combiner avec la liberté, dont elle est à la fois le fondement et le résultat. Nous n'opposons pas la liberté à l'égalité. Et quand je parle de la liberté, je ne parle pas de celle qui serait à la fois celle du renard dans le poulailler, celle du fort contre le faible, celle de la grande entreprise contre la PME-PMI, celle de la grande distribution contre l'artisan et le petit commerçant, celle du monopole contre l'entrepreneur individuel. Cette liberté-là consisterait à s'abstraire de toute règle de vie en société. Ce serait la liberté de fuir ses responsabilités, de détruire la famille, de refuser d'éduquer ses enfants, de leur appliquer la nécessaire autorité des parents, de se laisser aller à toutes les pulsions, à toutes les incivilités. Non. Cette liberté-là, c'est l'ultralibéralisme, économique ou social. Ce n'est que le masque, ce n'est, mes amis, que le masque le plus honteux des abus de pouvoir, celui que nous refusons, comme nous refusons cette liberté de l'exploiteur sur l'exploité. La liberté que nous défendons, nous, c'est celle du citoyen responsable, enraciné dans son pays, combinant sans cesse ses droits et ses devoirs
dans ce lieu d'égalité, de solidarité affective qu'est la nation. La liberté que nous défendons, c'est celle du citoyen qui peut travailler, qui peut construire. Il n'y a pas, mes amis, il n'y a pas de croissance sans liberté de produire. Il n'y a pas de croissance dans ces résurgences passéistes du communisme qu'on ose encore nous resservir dans cette élection. La liberté qui permet la croissance, elle s'enracine d'abord dans la liberté intellectuelle retrouvée. Il faut sortir de ce carcan mental, de cette doxa libérale qui consiste à prétendre, que s'il y a crise, c'est parce que les pauvres ont trop de pouvoir d'achat, trop de salaire et trop de protection sociale. C'est encore sortir de cette nouvelle religion, du libéralisme, de cette mécanique folle de l'abolition de toutes les frontières politiques, économiques, financières. C'est refuser cette affirmation insensée que le bonheur est au bout du libre-échange, alors qu'il n'accumule que le chômage, la baisse du niveau de vie, l'hiver de l'Occident. C'est admettre enfin, face au choc des réalités, que seul l'État-nation est capable de protéger la liberté des producteurs des atteintes des monopoles ou des prédateurs financiers. Que seul l'État-nation peut réguler l'économie au bénéfice des indépendants et au détriment des puissants. Lui seul qui peut permettre cette juste répartition des richesses qui est le fondement indispensable et nécessaire de la liberté. C'est aussi cesser de rêver la monnaie unique comme l'alpha et l'oméga de toute politique économique. C'est enfin ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'en choisissant l'euro surévalué comme dogme intangible, ils ont tous préféré le chômage massif, les délocalisations et la baisse des salaires. Et cette liberté intellectuelle retrouvée, elle doit s'accompagner évidemment de la sortie de ces milliers de réglementations tatillonnes imposées par l'Europe, règles que d'ailleurs seules les grandes entreprises sont capables de respecter et qui constituent à l'évidence un obstacle insurmontable pour les PME-PMI. Pour lutter contre le chômage, il faut restaurer la liberté d'entreprendre, certes, mais d'abord et surtout la liberté d'entreprendre pour les PME-PMI, pour les professions libérales, pour les artisans et les petits commerçants, pour les paysans, pour les véritables producteurs, pour ceux qui embauchent et qui pourraient le faire plus encore si on les libérait de la tyrannie fiscale, administrative et réglementaire qu'impose l'Europe et ses effets de seuil. Oui, il faut retrouver la liberté de produire des richesses réelles et non pas la liberté de spéculer. Il faut contrôler, bien au contraire, la liberté de la finance, de ce monde des entreprises virtuelles qui ne produisent que des richesses virtuelles que ces financiers de génie savent transformer en argent bien réel, celui-là. Mais le problème, c'est que cet argent, ils le prennent sur l'économie productive, la réelle, la nôtre, celle dont nous vivons, celle que nous produisons à l'usine, au bureau ou à l'établi. Alors chaque fois que nous limiterons les excès de la finance, lorsque nous séparerons la banque de dépôt et la banque spéculative, chaque fois que nous créerons les nouveaux outils du financement des PME-PMI, chaque fois que nous leur rendrons de la trésorerie, que nous créerons la justice fiscale pour que les gros paient plus et les petits paient moins, chaque fois que nous limiterons le pouvoir et le territoire de la grande distribution et de ses centrales d'achat qui écrasent tous les producteurs, chaque fois que nous lutterons contre les ententes
qui prélève 30% du pouvoir d'achat de chacun d'entre nous, nous recréerons la liberté véritable d'entreprendre. Nous favoriserons le retour de l'emploi et la restauration du pouvoir d'achat. Parce que qu'est-ce que la liberté sans les moyens de l'exercer? Qu'est-ce que la liberté d'exporter si c'est exporter en même temps nos emplois lorsqu'on vend des Airbus? À quoi cela sert-il d'exporter dans le monde entier, surtout quand notre balance commerciale ne cesse de se creuser, d'être le 6e exportateur mondial si nous sommes dans le même temps un des champions du monde du chômage de masse? À quoi sert-il que nos entreprises exportatrices accumulent les résultats faramineux alors que les délocalisations et les fermetures d'entreprises battent leur plein? À quoi sert-il de verser des impôts à un État qui est le premier à délocaliser à l'étranger ou à acheter à l'étranger? Je pense aux chaussures de nos soldats, mais aussi aux voitures de nos policiers ou de nos gendarmes. Ce qui compte, bien sûr, c'est l'emploi des Français, des travailleurs français. Quand ils suppriment des emplois ici pour mieux en créer en Chine, au Maroc ou en Bulgarie. Si je veux la liberté d'entreprendre, c'est au service de l'emploi des Français, c'est dans l'intérêt supérieur du peuple français. Je ne défends pas les travailleurs du monde, moi, je défends les travailleurs français. Mais si je veux la liberté pour notre économie, c'est pour la grandeur de la nation, pour sa puissance commerciale, industrielle et agricole, au bénéfice évidemment de tous. Vous l'avez compris, nos adversaires se drapent depuis peu, il est vrai, dans les pans du drapeau français. Ils font mine de découvrir, à 2 mois de l'élection, le produire français. Oui, ils essaient de nous singer, très maladroitement, en parlant de retrouver un semblant de frontière. Ils osent même parler de protection aux frontières, comme tous les 5 ans d'ailleurs, pas trop quand même, juste un peu aux frontières de l'Europe. Ben oui, le seul but évidemment, c'est que cela serve à tromper les lecteurs de bonne foi. Comme si l'Allemagne, la Commission de Bruxelles et leur propre traité le permettaient. Leur cynisme électoral est sans limite. Mais les scrupules ne les étouffent pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors qu'ils n'ont jamais levé le petit doigt pendant des années, voilà qu'ils voudraient subitement défendre les emplois en France. Les voilà qui parlent de patriotisme économique. Les voilà qu'ils promettent d'être fermes avec les banques. Un peu comme ces parents qui s'avisent un jour de devenir sévères lorsqu'après 5 meurtres, leurs enfants sont aux assises. Quelle pitié! Quelle pitié! Quelle honte! Ils se sont déjà tellement déshonorés par tant de fausses promesses, de faux serments, toujours répétés alors qu'il est clair qu'ils ont imposé aux Français, au col bleu et au col blanc d'ailleurs, une politique économique anti-nationale. Et puisque nous parlons de politique anti-nationale, je ne crois pas possible, ni honnête, de laisser se terminer cette campagne électorale présidentielle de 2012 sans parler de cette politique d'immigration massive, pratiquée depuis près de 40 ans par tous les gouvernements, de droite comme de gauche, de Giscard à Sarkozy, en passant par Mitterrand et Chirac.
Les Français doivent savoir qu'il est entré en France pendant 35 ans 15 millions d'étrangers qui s'y sont installés, dont 12 millions d'extra-européens. Ils ont pu le faire, c'est vrai, grâce aux législations suicidaires de l'Union européenne qui ont supprimé nos frontières avec la complicité de tous les gouvernements. Malgré toutes ces promesses répétées cette fois-ci, le président sortant a été dans cette continuité et l'a même aggravée. Cette immigration massive ne peut pas être justifiée par un besoin de main-d'œuvre, puisque nous avions déjà un nombre important de chômeurs qui n'a cessé d'augmenter parallèlement avec la dette et l'immigration. Des chômeurs qui sont aujourd'hui 5 millions. Mais cela fait bien les affaires du MEDEF, qui sait que l'immigration pèse à la baisse sur les salaires. Il est évident que malgré les censures, les euphémisations des sociologues gauchisants, abrités derrière un antiracisme de pacotille, les Français prennent conscience de la force de mon message. Il y a un lien étroit entre l'immigration massive et les graves déficits sociaux de la France. L'immigration massive accroît nos difficultés. Plus d'immigration, c'est plus de chômage, plus d'insécurité, plus de déficit budgétaire, plus de dettes, une charge écrasante. L'immigration massive, pratiquée par Nicolas Sarkozy, qui a fait entrer 1 million d'immigrés légaux en 5 ans. Sans compter les clandestins régularisés dans un des 27 pays de l'Union européenne qui peuvent s'installer librement en France. Et sans compter l'immigration clandestine directe, dont on sait qu'elle est beaucoup plus importante que ce qui est officiellement admis. Il n'est pas jusqu'à des ministres pour en tirer d'ailleurs tous les avantages personnels. L'immigration massive rend impossible la solution du problème du logement social, puisqu'on y pratique la préférence étrangère. Non plus celle de l'école, où s'installe le chaos. La sécurité intérieure et la défense nationale elles-mêmes sont très affaiblies, sans parler de notre système hospitalier contraint d'apporter des soins à l'ensemble de ces nouveaux venus. Je le dis, je le répète, vous l'entendez depuis de très nombreuses années. Les responsables de cette situation ne sont pas les immigrés, mais les politiciens de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. Répétons aussi que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Que la première condition d'acquisition, c'est d'aimer la France et d'être accepté comme citoyen. Non, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes passionnément francophiles. Nous ne voulons plus.
vous êtes chez vous. Vous avez le droit de ne plus vouloir de ces franco-algériens comme Mohamed Merah, de ces franco-angolais comme l'assassin de Bougonnet, de ces franco-maliens comme le forcené de Paris. Nous voulons des Français amoureux de leur drapeau, fiers de leur pays. Alors, il faut savoir, et pour savoir, il faut garder les yeux ouverts. Vous les avez, vous, mes amis. Vous les avez les yeux ouverts. Mais les politiciens du système et leurs complices essaient de fermer les yeux des Français. Si nous ne changeons pas résolument de politique à l'égard de l'Europe de Bruxelles, à l'égard de l'immigration massive et de la préférence étrangère, ce phénomène n'en est qu'au début du commencement. Le monde entier, sous la pression d'une démographie croissante de 7 milliards d'habitants et de l'appauvrissement des pays, va connaître des troubles graves et des émigrations massives. Nous devons nous préparer à prendre dès maintenant des décisions fermes, sinon nous serons ruinés et submergés. Français, je vous dois cette vérité dans sa cruauté, parce que je suis l'exception française dans cette campagne. Je suis la seule qui osera vous la dire et vous avertir des dangers d'une politique irréversible. Je suis donc la seule à pouvoir changer de politique, la seule capable de mettre en œuvre une politique de renouveau national, protégeant les Français du pire et leur permettant d'espérer le meilleur par l'instauration de la priorité nationale dans la République française. Oui, nous pouvons encore agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'est que temps. Car cette politique d'immigration s'est accompagnée du développement effréné du communautarisme, de la discrimination positive, chère au cœur de nos élites. Agissant de la sorte, ces élites dévoyées opposent les communautés les unes avec les autres, heurtant d'abord le sentiment profond de notre identité, donnant à la majorité d'entre nous, chaque jour un peu plus, le sentiment d'être un étranger chez soi.
n'êtes pas dupes du fonctionnement des élites. Pour eux, il faut opposer les Français les uns aux autres, les fragmenter en communautés, confronter les unes aux autres pour qu'elles ne s'aperçoivent pas qu'elles sont victimes ensemble de cette oppression économique, de cette exploitation devenue insupportable depuis que le libéralisme financier mondialisé est devenu leur seul critère de pensée, leur seul critère d'action, leur seul horizon. La fraternité, ce lien commun qui nous unissait tous entre compatriotes, il est brisé, fragmenté, détruit. Cette fraternité qui réconciliait la liberté et l'égalité, elle a disparu sous les coups du culte de l'argent roi, de la cupidité sans limite et du communautarisme triomphant. Voilà leur rêve, que l'État-nation ne soit plus qu'un champ clos où s'opposent les différentes communautés économiques, religieuses, sexuelles, dans des conflits incessants. Cette fragmentation est volontaire, tant le système a bien intégré la règle du diviser pour mieux régner. Car la fraternité qui seule réconcilie tous les citoyens assemblés, c'est leur ennemi juré, puisqu'ensemble, tous ensemble armés de notre bulletin de vote, nous pouvons tout changer. Nous allons tout changer. Dans ces quelques jours précédant l'élection, vous tous qui êtes présents ici, vous qui nous écoutez à la radio ou à la télévision, vous qui êtes conscients de votre responsabilité dans l'avenir de notre pays, je veux vous dire qu'il n'y a plus maintenant ni droite ni gauche. Il n'y a plus de nantis ou de déshérités. Il n'y a plus qu'un peuple français, un peuple blessé, un peuple excédé, un peuple qui n'ose même plus espérer, mais un peuple courageux, un peuple fier, un peuple digne, un grand peuple qui veut retrouver son unité, qui veut retrouver le sens profond de sa destinée. Une France convaincue qu'elle a un avenir, un futur. Et ce futur qu'elle exige, ce n'est pas celui de la rigueur, ce n'est pas celui de la récession, de l'appauvrissement, mais bien celui de la liberté, de la sécurité, de la prospérité. Car contrairement à ce que répètent ceux qui craignent le changement et donc la perte de leurs privilèges, nous ne sommes ni la discorde, ni la division. Nous ne sommes ni la peur, ni la crainte. Vous le voyez bien, vous le sentez bien. Nous sommes le grand parti du Rassemblement national. Nous sommes le parti de l'unité française par l'égalité. Nous sommes le parti de la grandeur française par la liberté. Et nous sommes
le parti de la résistance française par la fraternité. Nous sommes la France. Alors dans ce moment essentiel où se dessine un véritable choix qui oppose la France et la nation contre le mondialisme et le capitalisme financier ultralibéral, le rôle qui nous est imparti est devenu primordial. Envers et contre tous, sous les colibets, malgré les menaces et en dépit des caricatures, nous devons incarner la résistance à l'affaissement, au déclassement et à la dilution de notre identité. Nous devons incarner le rassemblement de tous les Français, hommes et femmes, de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas, des cadres et des travailleurs, des patrons et des ouvriers, des travailleurs du secteur public ou du secteur privé, des Français de toujours et des Français plus récents, tous rassemblés avec nous. Puisqu'ils pensent tous que notre vie a encore un sens, que le destin se prend à bras-le-corps et que nous en sommes responsables, qui sera ce que nous en ferons et que seuls sont perdus les combats qui ne sont pas menés. Cette œuvre de réconciliation nationale, c'est nous seuls, c'est moi seul qui peux la mener. Car si l'amour de la patrie réside dans cet attachement charnel à la terre de France, à son histoire, à ses valeurs, à son identité, mobilise une partie des Français qui se croient de droite. Il ne faut pas oublier que la nation est née à gauche, dans le culte du citoyen, le respect de sa volonté électorale et dans la sanctification de l'école. Nation, cadre indépassable de la démocratie républicaine, où le citoyen enraciné peut exercer l'ensemble des libertés qu'il tient justement de son appartenance à la nation. Alors qu'aujourd'hui, la droite a jeté aux orties les valeurs de la patrie au profit des lois, du libéralisme mondialisé, au profit de la marchandisation de tous et de tout, puisque la gauche a abandonné la nation au profit d'un internationalisme de pacotille, puisqu'ensemble, droite et gauche ont ainsi livré le patriote et le citoyen et le patriote à la mondialisation, à la loi de faire du profit et à l'abandon de son identité alors. Alors il n'y a plus ni droite ni gauche. Il n'y a plus aujourd'hui que l'espoir que nous incarnons, la réconciliation de la patrie et de la nation et de la patrie. Dans cette période cruciale où se joue notre avenir, mais aussi un destin plus grand que le nôtre, celui de la patrie, celui de la République, celui de la France et des Français, c'est à nos anciens que je voudrais lancer un appel solennel. Vous avez pendant des années travaillé plus qu'à votre tour, bâti notre cadre de vie, épargné dans l'espérance d'une retraite heureuse, mais je le sais aussi, pour assurer un avenir meilleur que le vôtre à vos enfants,
et à vos petits-enfants. Vos espoirs ont été trahis par ceux que vous avez élus. Alors, vous qui vous êtes donné tant de mal, qui avez tant supporté, tant espéré, rejoignez notre jeunesse, celle qui m'apporte massivement ses suffrages. Ainsi, vous réaliserez ces magnifiques retrouvailles de l'audace et de l'expérience, de l'élan et du savoir, de la modernité et de la tradition. Car là encore, rien ne peut se faire sans que soient associés tous les âges de la nation, toutes les parties de la nation, toutes les sensibilités de la nation, toutes les forces de la nation. Faites-vous entendre. Bon sang, criez votre colère, hurlez votre espérance, mais faites-vous entendre. Bougez-vous. Cette élection est la vôtre. Dimanche, dites non la division, non la dilution, non la soumission, oui la France.